Ah, mais il fallait nous faire signe. Yo, yo là. On dit quoi? Mais je te sens pas sur Adicom cette année. Hein. T'as pas fait 15 000 vidéos sur Insta. C'est parce que fait tu lui as pas demandé de l'argent qui dit ça. C'est pas ça. Non, c'est ce qu'il dit ici. Non, mais je le sens pas sur Insta. Là. D'habitude, il est là, on le voit. J'ai besoin d'une stat avant que j'oublie. Ouais. Tu avais passé ton QR code chez Philippe. Oui. Ça avait fonctionné ou pas? Pas mal, mais pas un truc de ouf. C'est pour la formation. Je peux regarder si tu veux quand on a fini. J'ai les chiffres encore. Le QR code que j'ai passé en live. D'ailleurs, il faut que Philippe passe les vidéos des gens, là. Depuis, on a fait les vidéos à Back African. C'est pour les gens qui payent. Mais il avait dit qu'après, il publiait au peuple. Ça ferait beaucoup de vues. Hein. Surtout la vidéo de Philippe Time, là. Ah oui. Elle était incroyable, cette presta. Purée. Incroyable. Bon, c'est parti, mon kiki. Bon, c'est comment? Tu nous envoies le 3-2-1? Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Salut à tous. Wouh. Alors. À l'ancienne. Voilà. C'était quoi la punchline qu'avait dit à Maury là sur le show et les invités? Ah, if your show depends on your guest, then you don't have a show. Ah là. Amaury, tu connais. Petit conseil à tous les gens qui se lancent dans le podcast. Que si vous avez une idée de podcast qui dépend uniquement de vos invités, c'est très très dur de maintenir la cadence. Quoi. Exactement. Et même d'être intéressant en soi, et je pense même original, parce que, bon, à part Diary of a CEO, qui est l'opposé quand même, lui, il n'y a que des guests. Mais il fait que ça, encore une fois. Ouais. Il fait que ça. C'est son métier, c'est vrai. C'est ça. Nous, c'est toujours pas notre métier. Mais en même temps, c'est vrai que Diary of a CEO, il reçoit toujours un guest, mais je ne dirais pas que ça dépend du guest parce que tu vas voir Diary of a CEO pour ses questions. Oui, voilà. Tu vois? C'est pour lui quel angle il va prendre sur le truc. Exactement. Et même ça. à l'époque, pour ceux qui ont connu, les gens allaient voir Ardisson, pas forcément pour les invités, mais pour... les questions qu'Ardisson posait. Les questions, ouais, on sent le gars qui regardait la télé. Ouais. Non, j'ai regardé. Ouais. J'ai regardé un peu. Bon, aujourd'hui, le thème, c'est un thème qui a été longuement demandé, en fait, un peu en filigrane. Il a été remonté au goût du jour par Emmanuel de la Tribu, qui nous a reposé des questions dessus. On s'est dit, plutôt que d'en faire dans un entrepreneur anonyme, c'était plus, en fait, dans un épisode spécial, le mentorat. En gros, toutes les questions que les gens se posent, quand est-ce qu'ils font un mentor, comment est-ce qu'on aborde les mentors, pourquoi ils font un mentor, comment on le rémunère ou on le rémunère pas. Il y a une question aussi qui va m'intéresser, moi, c'est la différence entre mentor et coach. Ah, ben on peut commencer par ça. Définition. Définition. C'est comme on dit, définition les termes. Mentor. Alors, en général, les gens confondent avec menteur. Ça, c'était gratuit. Il y a des gens qui trouvent que ce sont des menteurs. Oui, il y a des gens qui trouvent que ce sont des menteurs. Ben, en fait, le gros problème, je pense, c'est que la caractéristique première d'un mentor, c'est un modèle. Et le problème, c'est que comment tu définis un modèle? Et c'est là où je pense qu'il y a un gros problème, c'est que beaucoup de gens disent « je veux être comme cette personne ». Ouais, donc chacun a son modèle. Oui, mais le problème, c'est que c'est très subjectif sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un mérite la légitimité d'être un mentor. Oui, pour moi, chaque relation entre un mentor et un mentee exact. est unique. Oui, tu vois, exactement. Que toi, tu sais pourquoi tu l'appelles mentor. Exactement. Pourquoi c'est un modèle pour toi. Ouais. Mais le problème, c'est que des fois, les gens ne savent même pas le dire. Ils se basent sur des perceptions. Ils se disent, j'aimerais avoir sa vie. Sur ce qu'ils perçoivent de la vie de la personne, d'ailleurs. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là d'où souvent qu'il y a un problème dans le mentorat, c'est que les gens partent du principe de
il est connu. Et c'est souvent ce qui est dangereux. Alors, Naval, tu sais, que je cite beaucoup, qui m'inspire beaucoup, a justement dit que l'un des plus grands dangers quand tu veux être riche, c'est de jouer des jeux de statut. Et ça, c'est un jeu de statut. Quand tu dis, telle personne a ce statut dans la société, je veux avoir le même statut, donc je le veux comme mentor. Et ça, c'est très dangereux. Bon, je pense que malheureusement, les jeux de statut, les gens qui ont l'argent, ils tombent forcément. C'est ça. Et surtout ceux qui en ont pas. Tu me disais sur le CEO de Disney. Oui, exactement. Il pleurait parce qu'il avait 30 millions de salaire. Alors qu'un autre CEO avait 60 millions de CBS et il a fatigué son board en disant « Je suis pas assez bien payé, pas assez bien payé », alors qu'il est parmi les CEO les mieux payés. Mais il comparait à celui qui est au-dessus. Et c'est là souvent qu'il y a un danger aussi pour les gens. Je pense quand vraiment... La question qu'il faut se poser souvent, c'est pourquoi tu veux un mentor. Quand tu dis entre un mentor et un coach, la grosse diff, elle est là. C'est que déjà, un mentor, quand tu choisis un mentor, comme tu dis, c'est un modèle. Mais surtout, ce qui est le vrai critère de choisir un mentor, c'est l'alignement long terme. C'est ce que les gens... Ça, c'est ce que toi, tu vois. Ouais. En fait, normalement, tu choisis un mentor parce que sur le long terme, tu voudras avoir son parcours. C'est la meilleure façon, normalement, d'identifier un mentor. Quelqu'un qui a un parcours ou au moins qui, à long terme... et quelqu'un dont tu veux émuler certaines caractéristiques. Alors moi, je ne mettrai pas le long terme directement dans la définition parce que j'estime que tu peux avoir des mentors différents selon les phases de ta vie, tu vois, ou la phase de ton business, si on parle du business, tu vois. Si tu es dans une phase où tu dois amasser de la connaissance, tu vas peut-être miser sur un, alors que si tu es déjà dans une phase où tes connaissances sont bonnes, tes skills sont bonnes, et que tu en es plutôt à élargir ton réseau, tu vas peut-être t'appuyer sur des personnes qui... sont différentes. Qui sont différentes, qui ont un meilleur relationnel, tu vois. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est comme tu as dit un jour dans un podcast, c'est un truc très vrai, tu disais que l'entrepreneur, à chaque étape de développement de son business, doit développer de nouvelles skills. Et donc, je dirais qu'à chaque étape de ton business, c'est pas que tu changes tout ton entourage. Mais, si, un peu quand même, un peu. Tu vois. Non, et tes priorités changent. Et c'est ça où les gens ont du mal à... Donc, est-ce que ton mentor que tu avais au départ sur tes nouvelles priorités peut toujours être un modèle? C'est là que la question se pose. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est pour ça que moi, je dis à long terme. Parce que si ça a été défini dès le départ pour le long terme, normalement, au fur et à mesure, il sera toujours pertinent, mais sur des choses différentes. C'est ça, normalement, l'intérêt du long terme. Par contre, tu as soulevé un point qui est justement la différence entre un mentor et un coach. C'est le terme. Normalement, un coach, justement, c'est quelqu'un qui n'est pas un modèle, mais qui t'aide sur une problématique précise et qui a un objectif à court terme. Si, par exemple, d'ici la fin de l'année, tu veux améliorer tes capacités commerciales, tu veux être meilleur speaker en public ou tu veux même manager tes équipes, ça, c'est un coach qu'il te faut. C'est pas un mentor. Et des fois, les gens, en fait, ils cherchent des mentors alors que ce qu'il leur faut, c'est des coachs. Et c'est là où c'est très dangereux, d'ailleurs, c'est que les mentors, normalement, sont plus rares que les coachs. Parce que par définition, il y a moins de gens qui ont le parcours que tu veux que de gens qui ont les skills que tu veux. Parce que les skills, ça reste très, très focus. Et l'autre point aussi que beaucoup de gens ont du mal, je pense, à identifier, c'est que les relations sont pas les mêmes. Un coach a une relation formelle. Oui, c'est transactionnel. C'est transactionnel. Il vient, il a pour mission de te faire accomplir ou maîtriser un sujet. Une fois que le sujet est rempli, il part. Et du coup, un coach va avoir aussi un rythme de travail différent. Et un coach, un autre point, c'est qu'un coach va te poser des questions, un peu comme un mentor, mais un coach, quand tu le payes, il vient vers toi. Il te drive, comme un coach de sport. Ouais, c'est ça. Et l'analogie, elle est bonne parce que le coach, il va regarder ta performance. Exact. Il va te tenir accountable. Accountable, exactement. Voilà. Il va vraiment vérifier que tu évolues. Et si on prend l'analogie de la salle de sport, si tu vas dans un cours, par exemple, de sport, de sport de groupe. Exact. Si tu vas, par exemple, avec ton cousin qui va tous les jours. Exact. Et toi, ça fait que 2 semaines. Ton cousin peut être ton mentor, mais le coach, c'est celui qui est devant. C'est devant, exactement. C'est celui qui te dit quoi faire. C'est comme en foot. Donc, je dirais que le mentor, finalement, quelque part, c'est censé être un de tes pairs, mais qui est beaucoup plus avancé. Alors ça, c'est intéressant. Que le coach, tu vois, si je prends la définition au foot, le coach, c'est celui qui est assis sur le banc et qui te dit, voici ce qu'on doit faire pour gagner. Pour gagner, exactement. Alors que le mentor, il est là pour, en fait, t'éclairer, en fait, sur certaines choses. Il est là pour relever la meilleure version de toi, pour te dire vers où regarder, mais il n'est pas là pour solutionner, tu vois. C'est comme
quand tu es en mode mentor avec ton fils et si tu es face à un puzzle, tu vas pas lui donner la réponse. Tu vas pas le faire, le Exactement. puzzle, tu vois, mais tu vas peut-être, tu vois, expliquer que les angles sont les meilleurs moyens de commencer un puzzle. Tu vois, exactement. Tu vas peut-être... Oui, les angles, tu vois, mais la méthode. Ouais. La méthode. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais remarqué quelque chose dont on avait parlé beaucoup. À l'époque, quand je me posais beaucoup la question, déjà, on m'avait dit un truc qui est très vrai. Normalement, un mentor, il t'aide à identifier quel est ton problème. Un coach va trouver quelles sont les solutions. Ouais. Mais aucun des deux ne fera le travail pour toi. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Un mentor va juste te dire, en fait, en vrai, à ce moment de ton histoire, c'est ça ton plus gros problème. Dans la discussion, ces questions vont t'amener à identifier le plus gros problème. Il aura peut-être des fois pas de solution pour toi. Ouais, il va dire cherche par là, quoi. Cherche par là. Il va te dire, c'est ça le problème en tout cas. De ce que tu décris dans ta situation, c'est ça le problème. Le coach, maintenant, quand tu sais quel est le problème, c'est quelqu'un qui a comme métier de résoudre ce problème-là. Il a des solutions à te proposer, mais aucun des deux ne fera les solutions pour toi. Par contre, il y a un troisième élément dont tu as parlé un peu indirectement. Je trouve que les gens sous-estiment beaucoup à notre ère actuelle et je ne sais pas pourquoi, mais bon, Diary of a CEO dira que c'est parce que les gens sont très mauvais pour se faire des amis aujourd'hui. Mais en fait, un outil aussi important qu'un mentor, sinon plus important au début pour moi, c'est un peer group. Il faut un groupe de pairs qui te sert à la fois pour l'accountability, donc pour être sûr que tu fais ce que tu dis que tu vas faire, mais aussi pour t'aider à réaliser, en fait, quels sont les problèmes les plus courants que vous avez aujourd'hui, quelles sont les solutions. Trop d'entrepreneurs qui viennent me voir, je me rends compte que ce qu'il leur faut, c'est pas un mentor, c'est des pairs, d'autres entrepreneurs du même niveau, peut-être même pas dans la même industrie, mais avec qui ils parlent de leurs problématiques quotidiennes et avec qui, on va dire, tu te sens moins seul. Parce qu'en fait, souvent, les gens viennent, ils ont besoin d'échanger juste. Ouais. Mais c'est pas super évident de trouver des entrepreneurs qui sont à ton niveau exact, tu vois. Tu trouves que c'est plus facile de trouver un mentor que de trouver placement de produits. Placement de produits, Tribu SOA. Telegram. Oui, je trouve vraiment. Tu trouves que c'est plus facile de trouver un mentor que de trouver un groupe de pairs? Je sais pas. Alors, un mentor, parce que tu peux le trouver, mais il faut aussi qu'il accepte, qu'il trouve le temps. Donc, c'est autre chose. Mais vraiment, des pairs, et élargissons même au-delà même de l'entrepreneuriat. Je trouve que de manière générale, quand tu as un objectif, et je le sais parce que j'ai vraiment étudié la question, quand je veux progresser dans quelque chose, j'ai vraiment analysé quelles sont les fois où j'ai vraiment progressé. Et les fois où j'ai vraiment progressé, c'est quand j'ai réussi à m'associer à des gens de mon entourage qui avaient également l'envie de progresser. Exact. Mais pour trouver ces personnes-là, tu vois, c'est pas évident. Il n'y a qu'à voir. L'exemple le plus simple, c'est OK, j'ai envie de faire du sport, tu vois, trouver des personnes qui vont avoir la même volonté envie que toi, la même volonté. La même éthique, c'est pas aussi évident que ça. Et c'est pour ça que tu as même des groupes où les gens se retrouvent à rejoindre des groupes où c'est pas des gens qu'ils connaissent de base. Exactement, non, c'est ça. Des groupes comme Corédé parlait de son groupe de course. Exactement. Dans l'épisode voilà, exactement. Sport. Donc, il faut se rapprocher. C'est pour ça que j'aime beaucoup les communautés. Ça te permet justement d'aller au-delà de ton cercle. Exact. Et d'aller trouver. Parce que souvent, la solution n'est pas dans ton cercle proche. On l'avait dit, je pense, une fois ici, quand on avait parlé de networking. Tes plus grandes opportunités viendront de gens que tu connais peu. Exactement. Paradoxalement. C'est ça la réalité. Mais il y a un travail que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Moi, en tout cas, quand je reprends mon parcours, c'est comme toi. En fait, mais au tout début, je passais la plupart de mon temps avec des entrepreneurs similaires. Et c'est l'un des points forts, je trouve, des incubateurs. Très honnêtement, tu te souviens, même toi et moi, c'est connu au départ, c'était à la Pépinière 27 quand Gigi nous a présenté. On était quasiment, tu vois, dans les mêmes trucs. Au début, on commençait. Et c'était intéressant parce que du coup aussi, ça te permet de voir après, comment... Après, t'es devenu riche. Moi, j'ai continué à... Non. Après, je suis allé m'exiler à Lille. Toi, tu es... Moi, je suis allé m'enfermer comme un malheureux à Lille. Toi, tu es venu te mettre bien à Abidjan. C'est ça que la légende retiendra. Bref, vas-y. Mais... pour avoir fait beaucoup d'incubateurs, tu vois, j'ai fait la Pépinière 27, j'ai fait Euralille, j'ai fait l'incubateur de showroom privé, j'ai fait The Family, après j'ai fait Station F. J'ai fait plus d'incubateurs que j'ai fait, je veux dire, j'ai eu de mentors. En fait, j'ai eu très peu des mentors, moi. Et souvent, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est terrible, c'est que par contre, je comprends pourquoi c'est dur ce que tu dis, parce que la première étape, c'est la self-awareness. Il faut d'abord que tu saches identifier, toi, le niveau où t'es.
Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ne se posent même pas cette question. Ou même, des fois, même entrepreneurs, les gens ne se posent même pas la question de aujourd'hui, c'est quoi mon besoin? Ma priorité numéro 1, c'est quoi? Et on revient au même point du plan. L'autre problème qui fait pour moi que les gens ont du mal à ou trouver des pairs ou à trouver des mentors, c'est qu'en fait, ils choisissent les mentors par opportunisme. En se disant, dans mon domaine, cette personne est connue, donc je veux l'avoir comme mentor. En espérant que cette personne va faire le travail pour eux, de leur dire où ils en sont. Et on revient sur le jeu des statuts, parce que ça fait bien de dire, un tel est mon mentor. Exactement. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est que... Il faut que le mentor... En fait, la réalité, il faut que le mentor, et peut-être on peut aller là-dessus, c'est quel est l'apport supposé en fait, d'un mentor? Qu'est-ce qu'il doit vraiment t'apporter, de manière très concrète? Toi, déjà, est-ce que tu te définis comme quelqu'un un mentor? Alors, moi, dans mon cas, je suis un peu particulier parce que moi, à chaque fois, mes mentors ont été mes investisseurs. D'accord. En fait, c'est-à-dire que tu les as approchés pour investir. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Investisseur et mentor. Alors. Voilà. D'accord. Moi, ça a toujours été ça mon cas. C'est-à-dire que si je dois réfléchir, les gens qui m'ont beaucoup aidé, c'était mes investisseurs qui m'ont le plus aidé sur ma carrière entrepreneuriale parce que assez vite, ils avaient aussi un alignement avec moi. En fait, moi, je trouvais que c'est ça la clé d'un mentorat. Tu peux le créer sans l'argent parce que la personne peut croire en toi, peut être intéressée par ton domaine. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que les mentors, c'est des fois des gens qui, en fait, le domaine les intéresse, mais ils n'ont pas le temps de rentrer dedans. Moi, c'est ce que j'ai vu des fois. C'est-à-dire qu'ils aiment le domaine. Donc, toi, tu leur amènes quelque chose où ils ont déjà un intérêt, une conviction. Et au travers de toi, c'est un peu comme s'ils expérimentent le truc. Exactement. Et là, tu dis un truc. Bon, c'est vrai qu'on se posait la question de qu'est-ce qu'ils apportent. Mais vu que tu en parles, je me permets de te couper parce que qu'est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on leur apporte. C'est d'abord ça. Et tu leur apportes effectivement une vision d'un nouveau secteur. Mais il y a un truc que je pense, j'avais vu ça, que le mentor, en fait, aime vraiment quand il s'implique, en tout cas, dans son rôle, c'est exercer sa capacité à expliquer ce qu'il sait. C'est très intéressant, ça. Et ça, c'est super fort. Et ce qui est encore plus fort, et ce qui est vraiment un game changer, c'est quand le mentor arrive à te guider pour que toi-même, tu apprennes maintenant à mentorer, à apprendre ce que tu sais. Oui. Tu vois? Ouais. Et ça, il t'aide un peu dans la self-awareness de savoir qu'est-ce qui est vraiment ta qualité. Oui, parce qu'en fait, la clé, c'est pas juste que l'entrepreneur soit transformé. C'est en gros que l'entrepreneur soit transformé pour réussir à lui-même transformer en fait les gens autour de lui. C'est l'idéal. Oui, c'est très compliqué, mais c'est, tu vois, pour avoir parlé avec Serge qui me suit depuis plusieurs années, tu vois, il disait à un moment donné, en fait, il peut se créer un décalage si je parle qu'à toi, par exemple. Exactement. Ou si ce que je te dis, ce qu'il me dit, en fait, ne reste qu'à ton niveau. Tu vois. En fait, c'est qu'est-ce que tu en fais? Quelle action tu mènes derrière? Mais d'ailleurs, c'est une bonne question. Toi, comment tu as eu... C'est le moment où tu dois raconter au peuple comment tu as eu le fameux Serge. Parce que, voilà, les gens ne savent pas comment cette histoire s'est débrouillée. En fait, je pense que, tu vois, on dit souvent que quand tu es entrepreneur, tu te prends souvent pas mal de claques. Oui. Et il y en a une qui fait particulièrement mal. Il y a une claque qui fait particulièrement mal. C'est quand tu fais l'amère expérience du constat de la différence entre tes ventes et ton bilan. Ok. En fait, sur ce qui se passe dans ta réalité, c'est-à-dire ton mon quotidien. personnel branding est bon, mes réseaux sociaux sont bons, ma communication est bonne, on dit que mon projet est bon. Et puis quand tu reçois ton bilan, ça va pas du tout. C'est pas si sexy que ça. C'est chum. Et donc, tu te rends compte finalement dans cette claque-là, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas un background financier, tu te rends compte que, OK, il y a un vrai truc que tu comprends pas. C'est-à-dire que, et puis quand tu regardes, bon, après, tu te compares pas quand tu as 1 an. On dit toujours aux entreprises qui ont 50 ans, mais tu peux pas t'empêcher de le faire et tu vois les résultats des autres. Et tu dis, mais comment ils font pour avoir ce profil-là, en fait, finalement, tu vois? Et donc, moi, ça a été à ce moment-là où je me suis dit, il faut absolument, en fait, que une personne m'éclaire là-dessus et me dise
pas forcément me trouve des solutions, parce que je n'ai pas été pour la solution, mais en tout cas qui m'éclaire sur les fondamentaux, tu vois, que je dois sans cesse avoir en tête quand j'avance dans le business. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je me suis rappelé, en fait, de Serge que j'avais... Tu l'avais croisé, en fait, avant. Oui, je l'avais croisé. Alors, pour la petite histoire, alors si on va très loin, parce que Serge est en Côte d'Ivoire, mais il est aussi congolais. Ah, ok. Voilà. Et il se trouve que quand il était étudiant en Belgique, il connaissait un peu mes parents. Bon. Voilà, donc, quand on s'était croisés, il m'a dit « Ah oui, mais tu vois, à l'époque, etc. » Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc tu l'as revu après un jour dans un événement, c'est ça? Oui, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était un événement tout simplement et donc voilà, et donc ça faisait déjà plusieurs années donc il travaille aux côtés de Jean-Luc Conan de Cofina. voilà, pour tout ce qui est toutes les levées de fonds en fait de Cofina. Et lui en fait ce qu'il aime, comme un peu tous les anciens d'Accenture, c'est vraiment, en fait, structurer les choses, clarifier les choses, structurer les choses, clarifier les choses. Et donc, tu comprends assez vite, et ça peut être un critère pour les gens. Normalement, vous devez sentir à votre première conversation avec une personne que cette personne a une capacité à clarifier les choses au-dessus de la moyenne. Des choses complexes. Ouais. En tout cas, pour toi, en tout cas, ouais. C'est pour ça que je te rejoins. C'est pas qui est la personne, c'est sa capacité à rendre les choses complexes simples. En tout cas, pour toi. Surtout pour toi, ouais. Donc, on a fait un petit déjeuner et donc, mais comment tu as eu ce petit déjeuner? Parce que le peuple va te dire comment tu l'as. J'ai plusieurs fois. Non, j'avais son contact et puis par hasard, après, ça joue aussi. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des trucs. Mais je sais que par hasard, j'étais à Dakar pour un client et je l'ai croisé au Pullman de Dakar. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais peut-être qu'il s'est dit, ah, bon, petit là, il se bat. Oui, j'ai jamais vraiment parlé de ça avec des gens qui... Mais je me dis souvent, tu vois, parce qu'il y a pas mal de personnes dans ma carrière entrepreneuriale, que ce soit futur client ou pas, c'est au bout de... Enfin, quand ils te voient deux, trois fois oui, c'est dans ça. des endroits où ils ne s'attendent pas à voir quelqu'un d'aussi jeune, mais forcément, même sans rien dire, juste en disant salut, ils se disent... Là, il se débrouille pour être dans la pièce. Enfin, il doit avoir quelque chose, tu vois. Ouais. Donc, il faut continuer. Donc, tu avais une petite légitimité déjà. Oui. Indirecte. Oui, parce qu'en fait, il t'avait vu. Oui, c'est ça. Oui. Et après, je pense qu'il faut dès le départ, dans le départ de la relation, il faut être insistant. Il faut être insistant pour avoir les rendez-vous. Parce que ces gens-là, en général, sont sollicités par pas mal d'entrepreneurs, mais qui les contactent une fois. Exactement. Ou qui font un rendez-vous une fois. Ou un appel une fois. Mais après, ils ne donnent pas suite. Et puis surtout, ils ne font pas ce qu'ils disent. Exactement. Ce qui est encore plus grave pour moi. Ça, c'est le deuxième truc. Le deuxième truc, il faut suivre et il faut faire ce que tu as dit que tu allais faire. Il faut essayer, voilà. C'est-à-dire que quand tu fais ce premier rendez-vous, tu dis, OK, je vais aller tester ça. Et tu le fais vraiment. Et tu maintenant ressollicites un rendez-vous pour montrer les résultats. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'entrepreneur qui a besoin d'être motivé. Ah, ben oui. Le mentor aussi a besoin d'être motivé. Parce que c'est du temps qu'il t'alloue. Voilà. Donc, il ne peut pas être motivé s'il y a une personne en face qui lui prend du temps, mais qui n'applique jamais en fait, ce qu'il dit. C'est comme un ami, quoi. On va dire, il est toujours en train de lui dire, il ne t'écoute pas. À un moment, il laisse. Et je me souviens, tu vois, j'ai parlé plusieurs fois dans le podcast de Pascal Query, qui est un professeur d'HEC. Que tu trouves qui fait des cours de finance. Et du coup, il m'a écouté, il m'a dit, écoute, il y a un gars qui s'appelle Pascal Query, tu vas aller écouter. Il a mis tous ses cours en ligne. Et c'est 4-5 heures de cours où il t'explique actif, passif, les fondamentaux que j'ai vus sûrement dans des comptables, mais a dit, en fait, voilà la base. Je ne te demande pas d'être un DAF, DAF, etc. Mais tu dois connaître absolument ces bases-là. Et donc, je suis entré, j'ai écouté. Et effectivement, et en plus, ce gars-là était très pédagogue. Donc, quand j'ai fini, là, après, j'ai refait un point pour lui dire, en fait, ce que j'avais compris et qu'est-ce que ça pouvait apporter à ta boîte. Oui. Donc, tu es revenu vers lui en disant, j'ai fait. C'est ça. Donc, tu vois, c'est des fondamentaux. C'est la différence, les charges, est-ce que tu vas passer en charge finalement, tu vois,
là où tu pensais optimiser, en fait, tu étais en train de perdre. Ouais. Voilà. Donc, c'est des ajustements, c'est des premiers ajustements qui sont faits. Et après, la deuxième grosse étape, ça a été quand on est passé dans la phase, quand ça s'est accéléré au niveau de la croissance, ça a vraiment été lui qui m'a introduit au sujet des process. Ah oui. Tu vois, du modèle opératoire. Donc là, vous êtes encore parlé et tu t'es rendu compte que, en fait, il t'a fait réaliser que c'était ça le problème suivant qu'il fallait que tu gères, du coup. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comment dire, à un moment donné, quand il pose ces questions, il se rend compte que on recrute. Mhm. Et puis il dit, mais pourquoi un tel, pourquoi en fait ces recrutements? Et donc je dis non, parce qu'on a des nouveaux clients, etc. Et tout. Mhm. Et donc il y a forcément, mais ça c'est avec l'expérience que tu l'as, il y a une question, même moi je me la pose aujourd'hui, c'est mais quelle est l'optimisation qui est faite? Oui, tu vois? derrière, parce qu'un client ne doit pas égaler un employé, parce que sinon, en fait, c'est ça. C'est pas rentable normalement. C'est ça. Mais il y a parfois, quand tu es jeune entrepreneur, tu fonces dans certains trucs, dans certaines idées reçues, les vanity metrics. C'est-à-dire que ça peut faire bien de dire j'ai tel client, j'ai tant client, mais j'ai tant d'employés. Ça, c'est un truc, tu vois, parce que tu le vois en fait. Quand tu dis aux gens, j'ai 50 employés, il faut wow. Wow, c'est un gros truc. Et du coup, il y a certains entrepreneurs qui sont accros à ce petit wow, tu vois. À ce petit wow, tu vois, alors qu'en fait, c'est pas forcément pertinent. Ouais, c'est encore un truc de statut, hein. C'est un statut que tu poursuis au lieu du résultat. C'est ça. Et du coup, il y a eu voilà, ce sujet sur le modèle opératoire. Il a insisté et je comprenais pas, en fait. Et, au début, tu comprenais pas? Non, je comprenais pas, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par modèle opératoire. Donc, par exemple, modèle opératoire on va dire d'un médecin, c'est quoi? C'est que numéro 1, je me lave les mains. Numéro 2, je constate ce qu'il y a. Numéro 3, tu vois? Je l'ausculte, je fais rédige, voilà. Et en gros, j'ai compris, en fait, et ça, je pense que c'est grâce à son background ou pas. Et aujourd'hui, je suis capable de faire ça et j'ai eu la chance de mentorer, en fait, quelques entrepreneurs récemment. C'est que c'est une méthode qui peut s'appliquer à peu importe le business. Toujours. Et c'est là où tu passes un cap, parce que tu comprends même mieux tes clients. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que chaque activité a un modèle opératoire. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Et un peu comme on en a parlé au business model, mais là, c'est plus, je parle vraiment de l'aspect linéaire. Oui, c'est dans le temps, quoi. C'est la chaîne de valeur de bout en bout. Si tu crées, je sais pas, des bijoux, tu vas d'abord peut-être dessiner, puis tu vas chercher la matière, puis tu vas choisir les couleurs, etc. Et donc, quand un entrepreneur va maintenant m'expliquer ça, maintenant, je vais insister pour savoir, OK, c'est où ta zone de génie dans tout ça? C'est où ta force? Tu vois? Et donc, quand je comprends comment il répartit ses étapes et où se trouve sa force, j'ai compris en quelques minutes tout le business. Tout le business, Et donc, maintenant, après, tu peux savoir étape par étape, est-ce que c'est bien optimisé. Est-ce qu'on crée pas un petit suspense? Si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu. Bonjour à tous, je m'appelle Nader Fakri. Vos outils favoris sont les mots. Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler influenceurs, créateurs de contenu, des influenceurs. Quel honneur. Ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout Adicom Days, le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique. Et donc, c'était un peu ça, tu vois. Mais c'est intéressant, du coup, quand tu l'as choisi, pour revenir au début, quand tu l'as choisi lui comme mentor, c'était parce que, à l'époque, tu savais pas que, en fait, le modèle d'Accenture ressemblait autant au modèle de Totem. Tu n'avais pas ce recul.
Non. En fait, je l'ai vu en regardant Suits, je me suis posé la question. Chez les avocats, ils ont un peu le même système. C'est vrai que nous, on est dans la communication, on est dans les services, c'est des consultants. Tu vois un client. Voilà, exactement. Mais je ne connaissais pas le détail du monde du consulting. Du monde du consulting où voilà, tu factures. Alors que j'ai été consultant, tu vois. Mais j'étais employé. Tu vois. Donc, tu ne voyais pas la gestion derrière. Ouais, la gestion derrière, donc la facturation, et donc il fallait reprendre le coût de chaque employé. Quand je dis le coût, c'est pas ce qu'on lui donne à la fin du mois. C'est ce qu'on lui donne à la fin du mois, plus ce qu'on donne aux impôts pour lui, ce qu'on donne à la CNPS pour lui, plus l'assurance qu'on paye pour lui. Plus son ordinateur, ses trucs. Et s'il a d'autres avantages, etc., que tu divises maintenant par 12 ou que tu multiplies par 12, bref, si tu veux un truc annuel. Et là, tu as son coût. Ouais. Tu vois. Et donc, si tu vends une mission d'1 an au client à un prix inférieur à ce coût-là, en fait, tu perds. De l'argent. Mais tu sais pas que tu perds parce que tu regardes le mauvais chiffre. Tu regardes juste le coût premier. C'est ça. Donc, tu vois, et ce que je suis en train de décrire, c'est que la relation avec Serge est plus passée peu à peu à business coach. Ouais. Tu vois, même si c'est pas aussi formel que du coaching, mais sur certains points qui étaient trop importants, qu'il fallait absolument creuser, c'est devenu plus du coaching. Et donc, après, voilà, j'ai eu l'idée de créer une sorte d'advisory board. Où, en fait, j'avais 2 mentors. Et, donc, tu avais Serge et... Bon, après, la personne est un poste... haut placé. Ouais, aujourd'hui, donc... On ne va pas dire son nom. Je veux pas... Voilà, Caï, c'est beau, ça. Mais c'était avant. C'était avant que la personne soit haut placée. Est très occupée maintenant. Donc, un peu moins, mais qui m'aide beaucoup sur l'aspect comprendre, en fait, la dynamique en termes de lobbying. De lobbying, c'est-à-dire que quand surtout dans un secteur comme le mien qui est nouveau, il faut pouvoir faire passer les messages en fait, qui vont en faveur de ton entreprise. Tu vois. Je prends un exemple, à un moment donné, il a voulu avoir une loi pour taxer plus les gens qui font de la publicité sur Facebook. Ah ouais. Mais les gens qui prennent ces lois-là ne comprennent pas forcément les tenants aboutissants de comment ça fonctionne. Yes. En fait, il faut aller voir Facebook et puis parler aussi avec Facebook. Il ne faut pas aller taper sur les marques, les agences, etc. Donc, c'est du lobbying qu'il faut faire, c'est du travail en coulisses. Et donc, cette personne m'éclairait un peu plus là-dessus, quoi. Non, mais c'est intéressant pour le coup, tu vois. Et ça revient un peu à la question que les gens doivent se poser au final. C'est quand ils nous disent, mentorat, comment on fait ? Moi, ce que je notais qui était quand même très important dans ce que tu disais, que peu de gens font, c'est que, ok, tu as eu la volonté d'aller chercher un mentor, c'est une chose, mais tu n'as pas pris la personne la plus connue. Pourquoi tu n'es pas allé prendre la personne la plus connue qui faisait, je sais pas, une agence de com? Pourquoi tu n'es pas allé prendre Fabrice Sawagnon, par exemple? Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que la plupart des gens, je pense, auraient eu le réflexe d'aller dans leur industrie la personne la plus connue. Mais c'est ce qui est recommandé. Non, pas la personne la plus connue, mais dans l'industrie, c'est recommandé. Souvent, ouais. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu à chercher quelqu'un qui, dans en fait un cercle atteignable, avait un niveau très élevé en termes de communication, mais digital. C'est ça qui m'intéressait. Toi, c'était ça que tu voulais, c'est la communication digitale, peu importe si la personne était avant. Et ça, j'ai pas vraiment trouvé jusqu'à... récemment, on croise des doigts. Ah là, on a trouvé, peut-être, Inch'Allah. Mais quelqu'un, en fait, non, on n'a pas trouvé. J'avais une personne il y a quelques années, mais qui n'était pas très, très réactive. Mais dans le domaine précis, il n'y avait pas forcément quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai été plus, je ne sais pas, tu me diras, est-ce que c'est contre-intuitif, mais j'ai plus été sur des gens qui sont à l'aise dans des sphères, dans des secteurs, dans des parties où je ne suis pas. Ah, tu as choisi là où tu étais le plus faible. Ouais, j'ai plus été dans l'opposé, ouais.
Non, parce que c'est intéressant, parce que moi, j'avoue, j'ai pris vraiment l'opposé. Moi, j'ai vraiment pris les gens qui étaient forts dans mon domaine. Et en plus, j'avoue, alors, j'ai fait peut-être une erreur à l'époque, mais bon, je ne recommande pas forcément à tout le monde, mais qui est importante. C'est qu'aussi, un mentor, j'ai remarqué, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre des gens qui sont trop éloignés de toi dans le temps ou dans le niveau d'accomplissement. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a opéré il y a 10, 20 ans dans l'industrie, c'est plus valable, enfin, c'est plus aussi valable que ça peut l'être si tu prends quelqu'un qui est un peu moins haut, mais qui opère encore aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup pris dans mon domaine, par exemple, au départ, le premier que je voulais absolument, c'était Thierry Petit, parce que c'était en France le plus gros investisseur dans les startups d'e-commerce. Et en plus, il avait investi dans une boîte A Little Market qui était exactement comme nous à l'époque, et comme Etsy. D'ailleurs, les gars de Little Market, je les ai harcelés, je les ai eu peut-être 10 fois. Mais comme tu disais, c'est au bout de la 3e fois que les gars se souvenaient de moi, ils m'ont dit, mais attends, toi, je t'ai déjà vu, toi. Ouais. Toi, je t'ai déjà vu. Et eux, du coup, à chaque fois que je les voyais, ce qui était intéressant, c'est que je disais souvent aux gens, t'as pas besoin. Un autre truc qui me tue avec les mentors, c'est que t'as pas forcément besoin de ce côté que les gens veulent créer, avoir leur numéro forcément. Je sais pas comment expliquer. Moi, ces gens-là, j'avais à chaque fois, je les voyais à la fin d'une intervention qu'ils faisaient. Si tu suis quelqu'un, par exemple, un Little Market, j'ai suivi pendant longtemps, c'est De Nicolas. Il faisait une conférence. À la fin de sa conférence, tu sais, tout le monde court pour aller voir les gens. Et tout le monde vient lui demander son numéro, son contact, un truc un mail, à chaque fois, où ils vont te donner, ils vont pas répondre après. Mais moi, à chaque fois, je venais, je lui disais, salut, c'est Moulay, je fais telle plateforme. Et je lui posais une question. En fait, et c'est ça l'exercice que moi, je recommande beaucoup aux gens, c'est si tu ne pouvais poser qu'une question à ton mentor, cherche la personne qui aurait la réponse la plus complète possible. Ou en tout cas, qui saurait, de ce que tu vois, répondre le plus clairement à ton problème. Et souvent, ces gens-là vont être plus proches de toi que tu imagines. Parce que par exemple, Nicolas m'a donné plus de réponses pertinentes que Thierry Petit, qui était pourtant son investisseur et qui était plus expérimenté que lui. Mais Nicolas était plus dans le quotidien que moi, que Thierry. Donc, il pouvait t'aider plus. Et c'est pour ça que souvent, je dis aux gens, t'as pas besoin d'aller prendre quelqu'un qui a des milliards. Moi, j'ai eu des milliardaires comme investisseurs, mais c'est pas mes mentors. Ils peuvent pas investir le temps. Mais tu dirais que Thierry Petit était un mentor? T'es un mentor parce qu'en fait, quand il a investi... en plus, vous voyez souvent. De temps en temps, Et lui, parce que du coup, ce que j'ai fait, et souvent ce que je dis aux gens, à un certain niveau de mentorat, alors moi, je dis souvent, quand tu cherches un entrepreneur ou quelqu'un, alors un entrepreneur qui a pour moi plus de 100 millions de chiffres d'affaires, c'est très compliqué de leur demander de te donner du temps plus que de l'argent. En fait, c'est plus simple pour eux de te donner de l'argent que de donner du temps. Oui, ça, c'est ta conviction. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai eu affaire à eux, en fait, très vite, j'ai compris qu'en fait, donner de l'argent, ils en ont plus d'argent qu'ils ont de temps. Et quand ils te donnent de l'argent, ils vont forcément, à un moment donné, donner un peu de temps. C'est ça. Donc, s'il y a de l'argent... S'il y a de l'argent dedans, ils vont quand même essayer de suivre. Donc, en fait, c'est plus simple dans le premier temps. Pour ceux qui ont de l'argent, parce qu'attention, tu as des entrepreneurs qui, par contre, ont du temps plus qu'ils ont d'argent. Oui, mais en fait, parfois, l'entrepreneur n'a pas forcément, on l'a déjà dit ici, n'a pas forcément besoin d'argent. Oui, mais le problème, c'est que des fois, l'argent est le filtre. En fait, c'est-à-dire que si tu réussis à le convaincre de donner de l'argent, c'est un vote de conviction plus simple pour lui que de donner du temps. Mais donc, c'est que tu suggérerais que chacun ait une possibilité pour un mentor éventuel d'investir. D'investir si jamais tu penses qu'il a plus d'argent qu'il a de temps. Si tu penses qu'il a plus de temps que d'argent à te donner, très bien, tu prends le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la réflexion, quand tu le fais comme ça, est intéressante pour une chose, c'est que ça met une barre plus claire. Parce que si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu investisses, la réponse sera plus claire que si tu lui demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me mentores. Moi, en tout cas, j'ai des réponses plus claires. Quand je pose la question aux gens, dans le monde des startups, c'est assez clair. Il va te dire, il faut que tu aies tel chiffre, il faut que tu aies telle équipe, il faut que tu aies tel client. Une fois que tu as ça, tu peux revenir facilement et la relation avance plus vite. Alors que si tu dis, je veux juste que tu me mentors, le problème aussi du mentorat, souvent, et c'est ce que les mentees ont du mal à réaliser, c'est que le mentor doit se faire une opinion sur toi et ta légitimité avec ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes pas assez d'éléments pour qu'il ait confiance, pour qu'il ait envie d'investir sur toi, en fait, tu le pitches indirectement. Il y a trop de gens. Oui, tu le pitches tout le temps. Tu le pitches tout le temps. Ouais, voilà. Il y a des gens qui viennent, en fait, surtout moi, par exemple, les gens qui me demandent d'être mon mentor. Des fois, ça me surprend parce que je leur dis, mais en fait, pourquoi je prendrais. Enfin, je comprends pas pourquoi tu penses que moi, je peux t'aider. Ouais, mais tu as dit un truc, ça me fait penser du coup à l'événement qu'on devait faire à Yamoussoukro. Oui, le choc des générations. On n'a pas encore fait, mais. Qui viendra. Février. Inch'Allah. L'INPHB, le choc des générations. La question, les questions,
la réflexion sur les questions. Et est-ce que c'est pas Cynthia qui avait dit la qualité de ta vie dépendra de la qualité des questions que tu poses. Exactement. Mais la qualité finalement aussi de tes relations professionnelles, de la typologie de mentor que tu vas accrocher va dépendre de la qualité des questions. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant de creuser un peu. De creuser là-dessus. C'est la qualité des questions que vous vous posez. Et ça, je vais renvoyer à un très bon article. À se les noter comme ça, quand je rencontre par hasard un tel au restaurant et tout. Quelle question je poserais? Une question pour vous. Oui, mais et ce qui est intéressant, c'est que normalement... Et pas de selfie. Et pas de selfie, voilà. Pas de je viens juste te serrer la main, ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est cool, hein, tu peux. Mais moi, ce que je dis souvent, et c'est vrai, normalement, c'est les mêmes questions que tu dois te poser tous les jours toi-même. Parce que souvent, les gens se posent même pas de questions à eux-mêmes. Ils sont tellement dans le quotidien qu'ils oublient de se poser des bonnes questions. Et là où la méditation peut aider, je sais, je recommande ça, ou la prière, appelez ça comme vous voulez, il y a un vrai gain à cette prise de recul. Mais le problème, c'est que les gens, des fois, prennent du recul sans action derrière. Quand tu as pris du recul, tu dois sortir avec quelle est la prochaine action que je dois faire ou la prochaine question à laquelle il faut que je trouve une réponse. Et tu dois l'avoir en tête tout le temps. Et pour aider les gens qui se demandent comment je pose des questions de meilleure qualité, tu te souviens, on en a déjà parlé, j'ai dit, il y a un très bel article de Paul Graham sur How to do great work, où il disait, pour faire du bon boulot dans n'importe quel domaine, en fait, il faut en général être original. Et ton originalité est une fonction de ta curiosité. C'est pas quelque chose que tu peux pas dire je veux être plus original. Ce que tu peux faire, c'est être plus curieux. Plus tu es curieux, plus tu vas en profondeur dans les sujets, y compris dans tes sujets, plus ensuite les questions que tu vas te poser seront différentes des autres. Et l'une des autres fonctions, c'est que tu ne peux pas avoir des questions originales ou de qualité si tu consommes la même chose que tout le monde. Oui. Ça, on en a parlé 10 fois avec Philippe et tout. Moi, je dis aux gens, si ton compte Instagram que tu suis le plus souvent, c'est les mêmes comptes Instagram que tout le monde, c'est garanti que tu auras les mêmes questions que tout le monde. Et d'ailleurs, je suis en train de... Tu sais, un truc que tu appliques au livre, je suis en train de l'appliquer à YouTube. C'est-à-dire que je me force... À re-regarder des vidéos qui m'ont apporté beaucoup de valeur. C'est très précieux, ça. Parce que je me suis rendu compte que YouTube est une machine à te faire consommer des nouveaux trucs. Exactement. Et en fait, sauvegarde-toi. En fait, fais comme une bibliothèque. Exactement. Cette vidéo-là qui t'a impacté, genre réécoute-la. Même moi, j'ai une playlist maintenant de vidéos comme ça sur YouTube. Classique. C'est comme surtout en ce moment sur la finance personnelle. Oui. Tu vois, sur qu'est-ce que tu mets en épargne, tu vois, quand tu l'écoutes une fois, tu dis waouh, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais si tu la réécoutes pas un mois après, tu peux pas appliquer. C'est ça. Et ça, c'est un très bon point ce que tu dis, c'est sauvegarder les vidéos, comme les livres, les choses qui vous ont marqué. Pour aller en profondeur, un truc qui, en général, tu vas plus en profondeur quand tu reprends les mêmes choses. C'est pour ça que dans la plupart des sports, tu as des routines. C'est pour ça que dans la plupart des pratiques, on te fait reprendre les mêmes choses. Parce qu'en fait, avec la répétition, tu vas en profondeur. C'est ça. Et c'est ce que beaucoup de gens manquent. Et ça crée un autre truc, du coup, quand tu répètes et que tu t'entraînes, pour revenir sur le mentorat, c'est qu'en fait, tu sauras plus facilement reconnaître les gens, comme tu dis, qui sont eux aussi des experts. En fait, comme tu leur as fait plein de fois, tu te poseras plein de fois la question, tu sauras reconnaître les gens qui ont des réponses faciles. Qui ont des réponses claires, pardon, pas faciles, claires. Oui, tu auras plus de sensibilité. De sensibilité pour analyser la qualité d'une réponse, finalement. Oui. Mais il faut vraiment que les gens aient bien en tête que la qualité des réponses va dépendre des qualités des questions. Exactement. La qualité de ce que tu manges dépend de ce que tu achètes. Amen. Enfin, c'est toujours... action, conséquence, quoi. Exactement, c'est l'input qu'il faut contrôler, pas seulement l'output. Exactement. Mais du coup, si on creuse encore un tout petit peu, parce qu'on a dit pour poser de bonnes questions, il faut être le plus curieux possible, tu dirais pas qu'il y a des formules toutes faites ou alors il y a des questions où tu es obligé de te les poser et qui sont déjà de bonnes questions, tu vois, parce que, par exemple, là, dans le flow de ton discours tout à l'heure, je trouvais que c'était très intéressant. La question, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu investisses? En fait, quelles sont les conditions à réunir pour que tu investisses? Tu investisses, Et en fait, juste cette question-là... Elle est très, très lourde. Elle est très lourde parce qu'elle évite du small talk. Elle évite de...
en fait, tu vois, et donc, si tu sais pas, parfois tu sais où tu vas en venir, mais tu sais pas comment y venir. Et donc, tu poses une question et il répond à côté. Non, ce que je voulais dire, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est ça. Et en fait, à chaque fois que tu poses une mauvaise question, d'ailleurs, tu perds de la crédibilité. Ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est aussi pour ça qu'il faut pas se louper. Parce que malheureusement, les gens, par un nombre infini de fois, ils vont te voir. Donc, si tu poses des questions basiques 2 fois, tu peux être sûr qu'il va probablement pas te donner une 3e occasion. Ou il va limite aller plus vite. Moi, je sais que par exemple, les gens me posent pas la question, mais si tu me posais la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que j'investisse? Moi, je peux te dire à plein de gens, j'ai pas d'argent à investir. Moi-même, je me cherche. Par contre, je peux répondre aux gens très clairement en disant, par contre, je peux passer du temps sur ton dossier. Si jamais, par exemple, tu as fait une croissance, si tu es une PME et que tu as fait plus de 200% de croissance dans l'année, en général, ça va m'intéresser. Quel que soit le domaine, à peu de choses près. Parce que c'est rare. Si tu es une PME profitable alors que tu fais plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça va m'intéresser aussi. Même si tu fais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu es profitable, ça va m'intéresser. En fait, et c'est normalement, tu vois, les gens, si tu écoutes quand je parle normalement ou quand tu écoutes quand tu nous parles, les gens devraient être capables de reconnaître en fait les sujets qui nous intéressent. Parce qu'on en parle souvent de ces sujets-là. Et le problème, c'est que aussi, je trouve que les gens, ils font pas le travail avant. Bon, j'appelle ça un peu, à l'époque, on en a parlé dans l'épisode qu'on a fait sur Jack Ma, le stalking. Quand tu veux un mentor, normalement, tu dois consommer tous ses contenus. Tu vois, il y a des gens qui viennent me voir, ça se voit qu'ils ont regardé que les épisodes d'Entrepreneur Sector Africa où il y a des invités. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Cette semaine, dans Inside SOA Tribe, retour à l'épisode 87, accompagné de Mohamed Jabi qui nous parle de sa transition de employé à investisseur, accompagné de Kayi Moulay. Dans la rubrique Open Discussion, nous avons parlé de crowdfunding, intérêts et de stratégies à adopter. Nous avons également parlé aussi des réseaux d'anciens élèves, leur réel impact. Dans la rubrique Congosa Business, merci à Malik, notre reporter, qui nous a raconté comment est-ce que les investisseurs sont passés à côté d'une opportunité à 50 millions de dollars. Dans la rubrique Chez Risqué, nous avons parlé des tarifs des MBA dans les grandes écoles. Nous avons également parlé aussi des stratégies pour éviter le surendettement lorsqu'on est fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Dans la rubrique Projet Perso, Sarah est en mission au Ghana. Christian Junior offre gratuitement une landing page aux 4 premières personnes qui le contacteront en inbox. Anglia Chocoté ouvre son board d'administration pour la gestion de son restaurant Pixondu. Et enfin, Chichi lance un live Instagram sur l'impact des émotions sur notre nourriture. Dans la rubrique Projet Collectif Meet-up à Abidjan le 22 juin en compagnie de Kayi Moulay, la tribu a atteint ses 400 membres avec l'entrée en matière de Lutherabico. Cette semaine, nous souhaitons la bienvenue à Caleb, Désiré, Luthera et Prophetilita. En profil de la semaine, nous avons Amal qui est très discret dans le secteur de la cybersécurité et David, le produit design et expert dans les vignettes YouTube. Comme chaque semaine, de nouvelles opportunités pour gagner ensemble. Maintenant, je sais reconnaître quelqu'un qui n'a regardé que ceux où il y avait des invités. Parce que, en fait, les questions qu'il me pose sont des questions, en fait, sur des questions que j'ai posées à d'autres personnes. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui m'intéresse moi. Bah, t'as aussi, moi j'ai découvert aussi une autre caste. Des gens qui écoutent que Instagram. Que les shorts, exactement. Oui, aussi, tu les reconnais aussi, eux. C'est vrai, t'as raison. Et du coup, en général, ils posent pas de questions. Ils disent, j'aime bien. Tu vois, mais si tu poses l'épisode et tout ça. Mais... Ils savent pas quel épisode c'est souvent. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de notion de... C'est plus des phrases, quoi. C'est ça, ils aiment les punchlines. Et ça, pareil, les gens se rendent pas compte, donc je vous le dis, si vous le saviez pas, ça c'est un filtre aussi où tu te dis, en fait, quelqu'un de superficiel. C'est triste, hein, mais parce que, oui, tu t'es arrêté à un niveau d'information qui était très bas. C'est quelque chose qui t'a intéressé. C'est comme tu disais, des fois, tu as regardé une vidéo qui t'intéresse, est-ce que tu vas revenir dedans? Tu as vu un short sur Insta qui t'intéresse, est-ce que tu vas voir qui est la personne? Tu vois, par exemple, là, l'autre jour, dans le groupe Telegram, j'ai partagé... une autre raison pour laquelle le groupe Telegram est génial, j'ai partagé une super interview du gars qui a fait Nabab Kebab, là. Ah oui. Tu vois, tu as vu, j'ai partagé. Ce mec est incroyable. Je suis pas dans la restauration, mais enfin, genre, juste en le regardant, tu sentais qu'il a une expérience incroyable dans l'entrepreneuriat en France. Et donc, du coup, j'ai dit à tous ceux qui font de la restauration, vous devriez regarder ça. Mais beaucoup de gens se seraient arrêtés là.
moi, par exemple, après, je suis allé chercher quasiment toutes les interviews à ce gars-là. Et après, je l'ai pas juste follow sur Insta. Je suis allé aussi regarder, j'ai fait des recherches pour comprendre les boîtes qu'il a vendues, c'est à qui qu'il a vendu, les échecs qu'il a eu, c'est à qui qu'il a vendu. Donc, demain, quand je le verrai, je sais que les questions que je vais lui poser, c'est pas les questions des gens qui ont regardé que son compte Insta. Oui, pareil. Moi, je suis un dingue. T'es un stalker. Non, mais c'est même pas stalk, c'est... je sais pas, c'est de l'analyse, c'est voilà. Tu vois. Non mais c'est par exemple, Wally, donc Wally, notre nouvelle target qui était chez Tanguy, j'ai regardé tous ses podcasts. Simple. J'ai regardé tous ses podcasts. Je sais pas si sur Insta il préfère ou pas, mais tu as demandé à le suivre, oui. Il est fan de rap, OK, bien, on connaît. Ouais, c'est bien. Tu vois. En fait, comprendre l'univers, comprendre. C'est tellement rare finalement de trouver des personnes qui correspondent à ce que nous on imagine comme étant un modèle de réussite. Oui. Quand tu tombes sur un, tu dois mettre de l'effort. Ouais, mettre de l'effort. Ouais. Mais ça, c'est parce que je pense qu'aussi il y a cette logique d'éthique. Mais c'est parce que, encore une fois, Kaï, et ça, il faut qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça, je pense, c'est la plupart des gens, le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas de plan. En fait, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mettre autant d'efforts sur tout, et que même si quelque chose les touche, ils ne savent pas déterminer si ça vaut le temps de mettre de l'effort. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de plan. Et ça, je le répète, pour un entrepreneur comme pour un salarié, d'ailleurs, les salariés qui m'écoutent, je leur dis souvent, la première question que moi je pose à un salarié, c'est quoi ton plan de carrière ? Dans 10 ans, tu veux être à quel poste, dans quelle boîte ? Et si tu remarques, il y a aussi peu d'entrepreneurs qui peuvent répondre à cette question que de salariés. Bien sûr. Et c'est pas un truc qui est... c'est pas pourtant un truc qui est, je trouve... qui est... je vais pas dire pas difficile. En fait, c'est pas compliqué. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué de lancer une réflexion. Voilà. Mais c'est difficile de trouver des réponses. C'est difficile. Voilà, ça que je veux dire. C'est difficile de trouver des réponses parce qu'en vrai, là, tu vas... Je sais pas si tu as déjà essayé d'accompagner quelqu'un dans la réflexion sur son plan. Ou même toi-même, je suis sûr, quand tu te poses des questions, à un moment donné, tu te poses une bonne question, et tu te regardes dans la glace et tu dis, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et c'est ça. Toi. Mais cette force de revenir après sur la question, c'est ça qui me... voilà. C'est-à-dire, en fait, le plus dur, c'est pas de se lancer dans cette réflexion, quel est mon plan, c'est de l'alimenter. Régulièrement, et de changer. Et tu sais aussi, le plus dur, c'est que parfois, tu as un plan, un semblant de plan, mais tu l'oublies. Tu l'oublies. Ah oui, ça, je sais pas comment les gens font. Ouais. Parce qu'il faut vraiment moi, mes plans sont toujours affichés. En fait, ouais, alors tu l'affiches, mais surtout, je pense que tu as ce deal avec toi-même qui est je stick to the plan. Voilà, ouais, je veux rester là. J'ai un plan, voilà. Donc, quelqu'un, tu vois, c'est comme quand quelqu'un te demande soit pour intervenir ou soit est-ce qu'on peut échanger, etc. Ouais. En fait, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que ça colle à mon plan ? Et c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Non, alors que les gens se demandent est-ce que j'ai du temps ? Oui, mais j'ai jamais de temps. C'est ça la question de base. Oui, mais en vrai, même les gens qui se demandent est-ce que j'ai du temps, en général, n'ont pas vraiment le temps. C'est vrai. Tu vois ? Donc, effectivement, le plan te permet d'avoir un cap. Mais après, tout ce que tu vas mettre en place derrière dans ta vie pour que le plan soit au cœur, pour lui donner la place qu'il mérite, ça, c'est un vrai exercice. Et rappelle-toi, on voulait même carrément faire une formation là-dessus. Il y a une formation. Pour moi, si vous voulez le programme plan, c'est le moment de le réclamer parce que pour moi, il y a un vrai travail. On ne s'était pas lancé dedans parce qu'on s'est dit que, bien que les gens comprennent ce qu'on dit, est-ce que ils vont pas identifier cela comme quelque chose de trop abstrait ? C'est ça. Ils se rendent pas compte que c'est abstrait, hein. Et surtout, c'est très subjectif. Il y a beaucoup d'ateliers de vision board, chaque année, etc. C'est en janvier, les gens aiment se chauffer là-dedans, là. Mais après, le reste de l'année, on les oublie. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que, d'ailleurs, un autre truc sur le plan qui est important, et ça, on en parlait dans le mentorat, c'est Kaï. Je dis souvent aux gens de faire attention. Un mentor aussi, ça n'est pas ton boss. En fait, si tu as un bon plan, un bon moyen aussi en tant que salarié d'avoir un mentor, c'est de l'avoir comme manager. Le problème, c'est que le moment où il devient ton manager, vos intérêts ne sont plus alignés. Il ne peut plus être ton mentor. C'est ce que je dis souvent aux gens. Enfin, le fait qu'il soit un mentor va dépendre de lui. Voilà. Et surtout, il ne sera plus objectif. Non, en fait, le problème, c'est que, par exemple, dans la carrière d'un salarié, le gros problème que moi j'ai remarqué souvent, c'est que le mentor est quelqu'un qui a foi en toi à long terme, ok, mais qui a quand même un peu de recul pour te dire les choses qui sont pas dans ton intérêt dans ta propre boîte.
Des fois, et ça, c'est un autre exemple que j'ai donné dans le groupe Telegram. Bon, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. C'est que les gens évaluent leur carrière et leur impact à leur salaire. C'est limite la seule façon qu'ils ont de mesurer. Alors qu'en fait, si tu veux mesurer ta carrière et ton impact, il y a un autre aspect qui est aussi l'environnement dans lequel tu évolues. Et l'alignement entre la société, même, je veux dire, si tu es un fonctionnaire, le ministère dans lequel tu es, les priorités du ministère et les tiennes. Des fois, ça arrive, et souvent, les gens ne se rendent pas compte, qu'en fait, l'environnement dans lequel ils sont, les priorités ne sont pas alignées avec les leurs. Ils peuvent être bien payés, mais en fait, au fur et à mesure que le temps avance, tu t'éloignes de ce qui est prévu pour la boîte, ce que la boîte a besoin, et donc tu deviens de moins en moins important, et toi, dans ta tête, pourtant, le temps passe, donc tu es de plus en plus expérimenté. Et là où c'est dur, quand on est dans ce cas-là pour un manager, un chef d'entreprise, c'est que tu es parfois celui qui vient casser l'ambiance. En disant que, écoute, en fait, tu es en train de prendre tel chemin, etc. Oui. Et parfois, sur le moment, ça se passe pas bien. Ça se passe pas du tout. Et puis plus tard, on dit, oui, effectivement, c'était ça. Ça colle pas. Et souvent, ce que je dis aux gens, il faut faire très attention, c'est que moi, je suis convaincu que c'est comme l'investisseur. Hein. En fait, un manager, c'est un investisseur de temps. C'est quelqu'un qui a investi du temps pour te développer. En retour, tu bosses avec lui. Le problème, c'est que par contre, la dynamique de pouvoir n'est plus la même. Un mentor n'a pas d'enjeu avec toi. C'est ce qui lui permet d'être objectif. Il va juste te dire, à mon avis, ton problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'un manager, ton problème, des fois, il peut savoir que c'est ça, mais lui, le problème qu'il a à résoudre, c'est pas ça. Donc, il peut pas forcément te le dire. Et en plus, le gros problème, c'est que des fois, vos intérêts sont pas alignés. Fondamentalement, entre ton manager et toi, vos intérêts vont pas être alignés. Et c'est là où un mentor peut te dire, par exemple, t'es pas dans la bonne boîte. Un manager va difficilement pouvoir te dire, moi, c'est très dur pour moi de dire à quelqu'un que j'apprécie dans ma boîte, en fait, tu devrais être dans une autre boîte. Ça m'est arrivé de le faire. Ouais. Alors mais c'est quelqu'un que tu apprécies. J'apprécie la personne. Des fois, ça m'est arrivé. Et si on a développé une relation, je peux dire à la personne, en fait, t'es pas dans la bonne boîte. Mais c'est hyper rare. Et c'est pour ça que souvent, je dis aux gens, avoir un mentor a aussi cet avantage-là. C'est que c'est quelqu'un qui peut te donner du recul sur ta carrière qui est différent de quelqu'un qui est dans ta boîte, dans ton industrie. C'est pour ça que des fois, je recommande même les mentors qui sont pas dans ton industrie. Oui. Parce qu'ils sont dans ton industrie, ils n'ont pas d'enjeu. Ils vont juste te dire, de ce que je comprends de ton industrie, c'est là où ça va. Toi, tu veux aller là. Pourquoi ça colle pas? Ou les gens vont te dire, mais attends, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, ta boîte veut faire ça. Toi-même, tu le dis. Pourquoi toi, tu restes là? Moi, je sais pas si c'est parce que j'ai pas eu trop le choix, mais j'apprécie le fait d'avoir un mentor qui est pas dans cette industrie. Oui. Tu vois? Ça a de la valeur. Ouais, je trouve que ça a une vraie valeur parce que c'est des discussions qui sont... Enfin, tu sais, en plus, nous, on est dans des métiers créatifs. Je me souviens un jour où je me disais, oui, bon, là, on travaille sur les sujets de créativité parce qu'il faut être plus créatif. Puis il dit, si tu penses que tu as un business de la créativité, tu n'as rien compris. Hein. Mais parce que c'est son biais. Lui va te dire. Oui, c'est son biais. Tu vois, pour lui, tout est mathématique, tout est scientifique, tout est, tu vois, tout est processé. Tu vois. Et donc, du coup, et c'est là où c'est important. Comme tu dis, le mentor, c'est pas ton boss. Oui. Tu peux écouter par respect, etc., mais ne pas non plus tout prendre comme parole d'évangile. Évidemment, tu peux prendre du recul. Je crois toujours qu'il y a un sujet sur la définition de la créativité, etc., mais je comprends aussi son point. Tu vois. Exactement. C'est que si chaque jour, tu dois comprendre qu'est-ce que le client considère comme quelque chose de d'innovant ou d'innovant, c'est dur. C'est chaud. Tu avances pas. C'est chaud, tu vois. Et en plus, même chez eux, entre eux, ils sont pas d'accord. Entre eux, ils sont pas d'accord. Et puis, il y en a un qui quitte l'entreprise, il y a un nouveau qui arrive. Exact. Et tu dois chaque fois, en fait, le satisfaire. Et ça dépend de lui, sa personne. Et ce qui est encore plus fou, c'est que parfois, même, nous, dans notre domaine, le client, il va favoriser ce que lui trouve top, innovant, à ce que ses clients peuvent trouver innovant. Ou marrant. Oui. Ah oui, parce que parce qu'il s'oublie. Il va se dire, si moi, je trouve pas ça innovant, le public, tu vois. Alors que le public, surtout chez nous, tu vois, ça va être peut-être des gens qui en ont rien à voir avec son environnement. Après, tu as des stratégies pour convaincre, tu vois. Ça te pousse aussi à renforcer ton... Mais en fait, l'autre truc que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que ce qui est vrai aussi, c'est que, aussi, l'avantage quand tu as... Alors moi, comme c'était des mentors investisseurs, c'est qu'ils avaient un niveau de distance. Ils pouvaient te dire, l'intérêt de la boîte, c'est ça, parce que j'ai de l'argent dedans, mais ils peuvent te dire, ton intérêt à toi, c'est pas ça.
Moi, ça m'est déjà arrivé que mon mentor me dise, mais attention, Moulay, ça, c'est bien pour la boîte, mais je sais que toi, t'as pas envie de faire ça. Donc, tu fais ce que tu veux, mais c'est ton problème qui est là, en fait. Et c'est, encore une fois, un mentor te dit, c'est quoi tes problèmes? Après, ce que tu fais avec... Mais du coup, toi, ils connaissent tes plans personnels? C'est la première question qu'il me pose. Un bon mentor, normalement, il faut qu'il te dise c'est quoi tes plans. Et normalement, il va assez vite réaliser que, attention, je parle pas que des plans de la boîte. C'est tes plans, toi, en tant qu'être humain. C'est ça. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que je me dis que c'est bien que les gens sachent que même si leur mentor leur a pas posé la question, c'est important qu'ils imposent leur plan au mentor. Il faut que le plan sache que, je sais pas, que peut-être tu envisages de vendre ta boîte. Si lui, il le sait pas. Il parle dans le vent. Ou il va te donner des avis qui correspondent à une situation où tu as une vision long terme de ta boîte, tu vois. Exact. Alors qu'en fait, tu as un problème qui est peut-être plus court terme. Alors que l'autre, il a une vision court terme, tu vois. Ouais, mais et c'est pour ça que je répète, en fait, le mentorat, c'est une fonction de ton plan. En fait, plus ton plan est clair, plus ce sera clair qui sont ton mentor, et plus ce sera facile à avoir ton mentor. C'est ça. En fait, si jamais tu sens les gens qui disent j'ai du mal à trouver des mentors ou j'ai pas de mentor, 80% du temps quand je leur pose la question en vrai, c'est parce qu'en fait ils ont pas de plan. Ou en tout cas leur plan est pas clair. Ils ont plein d'opportunités et le problème c'est que je pense que c'est très dangereux parce que alors un autre biais là-dedans, c'est que l'école te donne le conseil inverse. En fait, le problème c'est que l'école te donne le conseil de maximiser tes possibilités. Tu sais, quand tu es jeune, pendant longtemps, on te dit fais les études qui te donnent le plus de choix. Après, on te dit fais le métier qui te donne le plus de choix. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, en tant qu'être humain, tu dois commencer en fait toi-même à fermer et à dire ça, c'est moi. Et c'est là où la self-awareness rentre. En fait, tu dois toi-même commencer à te dire en fait, je ne serai jamais cette personne. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'aime pas ça. Je veux faire ça. Ça, j'adore. Et au fur et à mesure, tu affines. Le problème, c'est que tout autour de nous pousse à maximiser tes chances. Donc, beaucoup de gens, quand tu leur demandes leur plan, en fait, ils ont plein d'alternatives. Mais plein d'alternatives, c'est pas un plan. Évaluer ses options. Voilà. Tu sais, les gens te donnent plein d'alternatives, tu leur dis, mais en fait, c'est quoi ton plan? Parce qu'un plan, c'est ça, c'est un choix. C'est t'as renoncé à des choses. Il y a un truc aussi, là, sur lequel il faut insister, c'est que il faut pas évaluer la valeur ajoutée d'un mentor au temps qu'il accorde. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce que il accorde énormément de temps qu'il est meilleur. Donc, il y a des gens qui te disent qu'ils n'ont pas de mentor, mais en fait, ils en ont, qui leur apportent des infos, Voilà, des infos. C'est pas un rendez-vous hebdomadaire. Même moi, ça, je sais pas, je peux faire un mois, on se voit pas, etc. Exactement. Oui, c'est vrai. Mais c'est ces moments-là, qu'est-ce que tu en fais? Oui, après, on en revient à la préparation, aux questions que tu te poses. Tu vois, le bon timing, poser la question au bon moment. Ouais, mais tu sais que c'est intéressant parce que ce que tu dis là, pour moi, c'est en fait, si tu te plains de ça, tu as des mentors et que tu dis, genre, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est que c'est toi qui te prépares mal. C'est quasiment sûr. Parce que si tu juges que la personne est bonne, mais qu'elle ne t'apporte rien, c'est que tu lui poses ni les bonnes questions, ni ne fais ce qu'elle dit, peut-être. Ou l'un ou l'autre. Et l'exemple le plus concret qu'on a eu, tu sais, dans le canapé, là, on a reçu quand même Myriam. Tu as vu, elle a parlé de son père, qui, en fait, a été son mentor indirectement. Et des fois, tu as des gens très proches de toi qui peuvent jouer ce rôle, mais juste des fois, tu n'écoutes pas ce qu'ils te disent. Ouais. Parce que juste, tu considères qu'ils savent pas forcément de quoi tu parles. Et encore une fois, j'insiste, je pense vraiment que les gens sous-estiment. Je peux pas laisser quelqu'un partir de cet épisode de mentorat sans se dire, pour moi, la première étape, c'est le groupe de pairs. Parce que c'est peut-être, ça paraît plus compliqué à mettre en place, mais pour moi, c'est moins difficile. Mais tu parles en alternative? Non, en complément. Parce qu'en fait, ça va te permettre aussi d'affiner tes questions. En fait, et à affiner, parce que en fait, souvent, il y a un premier niveau de questions que tu te poses fréquemment qu'en fait, d'autres entrepreneurs peuvent répondre. Genre, comment trouver un comptable? Tu vois, un mentor va pas te dire quel comptable prendre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens viennent voir des mentors, ils leur posent des questions opérationnelles. Un mentor est là pour des questions stratégiques ou en tout cas de plan profondes. Donc, des fois, je me rends compte que les gens, en fait, sont bloqués sur des problèmes opérationnels qui leur empêchent de réfléchir sur les problèmes stratégiques. Et vraiment, la stratégie, c'est pas juste ce que j'ai envie de faire. C'est ton plan. Ouais. C'est qu'est-ce que tu vas accomplir. Après, si tu as un problème opérationnel qui est vraiment, vraiment un point de douleur, bon, mais d'ailleurs, si c'est un très gros point de douleur, c'est que c'est un point stratégique en général. Mais
c'est OK. Mais à ce moment-là, il faut vraiment, en fait, quand tu poses la question, dire, mentor, là, je voudrais ton avis, c'est un point opérationnel pour cette fois-ci. Oui. Tu vois, mais il va respecter le fait que tu arrives à qualifier ta demande. Oui, tu as reconnu, donc, c'est vrai. Tout est dans la qualité de la demande. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'Emmanuel, la question qu'il avait posée, c'est est-ce qu'à notre avis, un entrepreneur peut réussir sans mentor? Moi, je pense que tu peux pas réussir sans mentor, mais que tu n'as pas besoin de les chercher particulièrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as une logique d'apprentissage continu et une logique de remise en question, naturellement, tu auras des gens autour de toi qui seront des mentors. C'est pas, en fait, je pense pas que ce soit la panacée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est la panacée. En gros, si j'ai un problème, il faut que j'ai un mentor pour m'aider. Ouais, enfin, là où je te rejoins, c'est que tu vas pas arrêter ta dynamique de ce que tu es en train de faire parce que tu dis, bon, maintenant, il faut absolument un mentor. C'est pas comme un CTO. Ouais, voilà. C'est pas comme, le gars qui va bosser avec toi dans les tranchées. Ouais. Mais par contre, vraiment, j'insiste, il y a un truc qui, moi, me perturbe à chaque fois que je vois les gens, c'est vraiment... Après, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai rejoint une plateforme, là, Entourage. Ouais, moi aussi, toi aussi, d'ailleurs, les gens peuvent venir nous demander. Un autre filtre, c'est l'argent. Si c'est un si gros problème... Moi, par exemple, je comprends pas les gens qui me disent « Ah, j'ai besoin d'aide » et quand tu leur dis « Il faut payer », « Ah, j'ai pas d'argent. » Je dis, en fait, c'est que c'est pas un problème assez gros. Ou alors, c'est que tu n'aimes pas assez de valeur dans ta résolution de problème. Pour moi, l'argent est aussi un bon filtre. À défaut de la légitimité que tu peux avoir ou le talent que tu peux avoir pour trouver les personnes, il y a l'argent. Et Entourage qui a d'ailleurs une promo pour son lancement. Ah oui, ok. Voilà, apparemment. Ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont intéressés, exactement. Donc, allez-y. Mais pour moi, par exemple, c'est ça que j'avais dit que l'investissement est un filtre, mais le paiement aussi est un filtre. En général, si tu dis à quelqu'un que tu es prêt à le payer 500 € pour qu'il t'écoute 15 minutes, très peu de gens diront non. Hein. Après, tu sais, ça, c'est dans la sphère francophone, c'est très rare. Que les gens tu penses que c'est le mindset? Oui. En fait, l'anglophone comprend directement, dire, écoute, j'aimerais t'emprunter 1h30, combien ça coûterait? Voilà. Alors que le francophone va dire, quand est-ce que tu as 1 heure à m'accorder? Ouais, ne me demande pas d'où ça vient, mais c'est ça. Tu n'as jamais 1 heure à accorder à quelqu'un. Ça, c'est le truc qui me tue. En fait, et comme tu dis, les gens, vraiment, il faut qu'ils acceptent que les mentors ont aussi leur plan. Eux-mêmes, ils sont en combat sur leur propre plan. Tout le monde se cherche. Vraiment, c'est la vie, c'est la bastonnade. Tout le monde se tape. Mais par contre, quand tu as un mentor, encore une fois, faut faire attention. Oui, il faut l'utiliser, il faut l'alimenter et il faut accepter qu'à un moment, des fois, vos plans vont être pas alignés et c'est OK. Il y a des moments où ils ne seront pas disponibles, comme tu disais. Il y a des moments où ils ne seront pas trucs. Avance. Et vraiment, je défie l'entrepreneur de dire, en fait, un jour, peut-être faut commencer un épisode sur les niveaux d'entrepreneuriat. Tu sais, on a commencé à le faire, mais dire, quand tu es un entrepreneur qui a moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, ton problème, c'est d'abord faire plus de chiffres. Après, c'est être profitable. Après, c'est construire une équipe. Après, c'est construire des process. En fait, il y a des niveaux. Et à chacun des niveaux, oui, là, tu peux avoir des mentors. Mais j'insiste, il ne faut pas forcément aller prendre des gens qui sont trop avancés par rapport à vous. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que le groupe de pairs d'entrepreneurs est déjà pas mal. Ouais. Ça va te résoudre beaucoup de problèmes. Et après, tu peux avoir 1 ou 2 mentors qui sont des gens qui sont vraiment long terme. C'est la personne à qui tu veux ressembler demain, oui, mais il faut surtout que c'est la personne à qui tu identifies la capacité à identifier quels sont tes problèmes maintenant. Ouais. Et il faut payer pour souvent. Moi, je dis c'est choquant. Payer pour ou en temps, comme tu disais, Serge, tu l'as suivi, tu l'as harcelé, tu as impliqué. Les gens sous-estiment l'effort que ça demande. Ouais. C'est pas plus simple que de closer un client. C'est ça que je veux dire. C'est aussi dur que commercialement dire je veux closer un client. Dire que je veux avoir un mentor. Ouais, et tu as aussi, pour conclure, tu as aussi les mentors virtuels. Bien sûr, les mentors que tu rencontres pas. Toi, tu parles souvent de Taleb. Il y a des gens qui ont écrit des livres et donc ils ont tellement écrit de livres, ils ont tellement été précis sur leurs pensées qu'à des moments clés de l'évolution de ton plan, tu vas dire ok, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et et tu reviens, tu peux relire un livre. Ouais, c'est ça. Tu peux relire un livre, tu peux il y a des gens qui s'expriment énormément en vidéo, qui peuvent être des mentors virtuels, des gens que tu n'as jamais rencontrés. Et de la même manière que, tu vois, c'est comme pour les chrétiens, Jésus-Christ, c'est comme un mentor spirituel. Spirituel, exactement. Et comme leur pasteur va être leur mentor intermédiaire par moment quand ils n'ont pas les... Mais c'est valable. C'est valable, en fait, dans tous les pans de la vie, tu vois. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui, dans le choix de leur témoin de mariage,
vont, au lieu de choisir des amis proches, ils vont choisir des mentors, des personnes qui ont peut-être 10 ans de mariage des déjà. couples qui t'inspirent. Voilà. C'est un très bon exemple. Et chez qui, du coup, ils pourront aller voir pour avoir des sessions qui vont vraiment les aider. Oui, c'est ça. Alors que finalement, cette habitude de prendre ton meilleur ami. Ton meilleur ami, mon ami, ça se trouve lui-même, son couple, c'est Jazz, il connaît rien là-dedans. Lui-même, il est célibataire jusqu'à demain et toi, tu es là, tu veux prendre lui comme témoin pour ton affaire. Tu vois. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Mais je te rejoins sur le complément avec les pairs parce que, tu sais, dans The Diary of a CEO, le livre, là, à un moment, il parle des 5 buckets. Oui, des 5 buckets qu'il faut que tu remplisses. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'abord ce que tu sais, ta connaissance. Ensuite, c'est tes skills. Et puis après, c'est ton réseau. Parce qu'en fait, ce que tu sais et tes skills t'emmènent à avoir un certain réseau qui amène ensuite à créer ta valeur sur le marché. Et c'est de tout ça, c'est tout ce qu'on prend pour avoir finalement la réputation. Mais c'est dans l'ordre. Il y a un ordre, exactement. Il y a un ordre, tu vois. Et donc, tu commences par ta connaissance. Tu vois. Et donc, si tu commences dans un nouveau domaine, dans un nouveau secteur, dans une nouvelle aventure, il va y avoir, en fait, ce focus sur la connaissance. Ouais. Et c'est là où tes pairs t'aider parce que tu vas, du coup, finalement, faire un tri plus rapide sur qu'est-ce qu'il faut savoir. Ensuite, sur la partie skills, c'est là où tes connaissances vont te permettre de poser les bonnes questions à ton mentor et tu vas développer en fait la partie skills. Mais ces deux-là, pour moi, sont vraiment, vraiment importants. C'est-à-dire la connaissance et tes skills. Parce que après, la suite, ça vient un peu tout seul. C'est-à-dire que de par ce que tu sais et de par ce que tu sais faire, ton réseau va se constituer. Et tu seras légitime en plus. Et tu seras légitime. Et donc, ta valeur va augmenter. Et ta réputation également va augmenter. Suivre. Mais suivez les choses dans l'ordre. Oui, les gens, des fois, veulent avoir la réputation alors qu'ils n'ont pas encore fait le taf. Exactement. Donc, tu commences par le personal branding sans commencer par la connaissance. Non, tu as fait raison. Et ils confondent tout parce que tu peux lier les deux. Mais à ce moment-là, tu es ultra vulnérable et tu expliques que tu vas être transparent, tu vas montrer au monde comment tu développes ta connaissance. Voilà. Et là, c'est les gens qui se filment tous les jours. Et qui disent « je progresse ». Exactement. Tu peux, j'avoue, mais c'est risqué. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, quand tu en parlais, j'y pensais. Oui, un autre conseil que je peux donner aussi, un tips. Les entrepreneurs ont tendance à sous-estimer la valeur des gens qui ont essayé avant eux et qui ont échoué. C'est-à-dire que quand moi, je suis arrivé et que j'ai commencé Africa, l'une des premières choses que j'ai fait, je parlais à tous ceux qui ont fait des marketplaces ou des sites d'e-commerce. Qui ont arrêté. Et qui ont arrêté. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui sont proches de toi parce qu'ils ont essayé juste avant toi souvent. Et le pire, c'est que souvent, il y a des gens qui ont essayé de faire des trucs comme nous, qui sont venus me voir. Je leur ai dit, ça, ce que tu es en train de faire, ça n'a pas marché parce que ça. Et souvent, parce que j'ai vu d'autres gens essayer et ils n'ont pas écouté. Et des années après, ils reviennent toujours pas te voir. C'est pareil, moi, je prends toujours le même exemple quand on a fait la boxe. Oui, on a tous essayé. Mais j'ai expliqué aux gens. J'ai dit, c'est pas ce que vous pensez. C'est plus un métier logistique. Exactement. Et e-commerce, c'est de la logistique. C'est de la logistique. Il faut envoyer des paquets. Il faut récupérer quand les gens se plaignent. Et pourtant, les gens y vont parce qu'ils voient les chiffres. Mais c'est ce que je peux donner comme conseil. Un bon mentor, souvent aussi, qui en général ont plus de temps, ceux-là d'ailleurs. Si tu veux faire un truc de taxi demain, va voir les gars qui ont fait les taxis à Abidjan, là, j'ai oublié leur nom, là. Abidjan Taxi. Si tu veux faire un autre exemple, même dans la carrière professionnelle, il y a un autre exemple aussi. J'entends trop souvent des gens dire « Ah, mais c'est très rare, par exemple, les femmes à mon niveau dans le management. » Maintenant, oui, ça, on entend souvent. On l'entend, mais en vrai, maintenant, franchement, c'est que souvent, les gens ne sont pas allés chercher très loin. Et que des fois, ils ne sont pas cherchés au-delà de leur environnement immédiat. Des fois, tu vas dans un autre pays, tu as plein de femmes managers qui ont des postes quasiment similaires aux tiens. Mais tu ne peux pas nier qu'il y a certaines stats. Et d'ailleurs, j'ai vu un article qui disait que 75% des gens en entreprise, des CEO, ont tendance à coacher ou mentorer des gens qui leur ressemblent. Toujours. Donc, soit en race, études, soit en genre. Ou en études. J'ai vu ça. Oui. Oui. Et donc, quand tu sais que, je crois que c'était aux États-Unis, que du coup, les 15 autres %, ça va être des Hispaniques, des Afro-Américains, etc. Donc, mathématiquement,
il y a moins de personnes de cette minorité-là qui bénéficient de ce mentoring. Et donc, après, c'est vrai que les gens ont tendance à mais parce que c'est plus rare rechercher les gens qui leur ressemblent. Oui, mais le ressemblant, moi, justement, je pense que le problème, c'est que les gens ne regardent pas où est la ressemblance. C'est pas parce que tu es une femme noire qu'une autre femme noire qui est dirigeante va vouloir te prendre. Ça va donner plus d'attention. Oui, mais tu peux comprendre d'où vient. Dire, non, mais attention. Il y a des choses que j'ai pas besoin de lui expliquer. Oui, mais le problème, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que, comme tu as dit, les étapes d'avant, est-ce que tu as les mêmes compétences ou le même parcours qu'elle a pu avoir? Oui, tu veux dire que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça va sûrement faire qu'elle va regarder ton dossier. Mais déjà qu'il y en a beaucoup, si tu rajoutes... mais c'est le principe de... C'est pour ça que moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais cherché à avoir des mentors particulièrement noirs. Ça a jamais été un critère. Jamais. Si tu regardes tous les mentors dont je te parle, n'ont jamais été noirs. C'est même pas un sujet que j'ai regardé. Parce qu'en fait, je savais qu'il y en a très peu. Par contre, j'ai décidé de m'accentuer sur ce que moi, je faisais. Donc, je leur parlais de ce que moi, je faisais. Donc, forcément... Si tu te mets la barre de dire, je veux, par exemple, quelqu'un l'autre jour me disait, j'en avais une qui me disait, j'ai envie d'être dans le produit. Je lui ai dit, mais attends, dans le produit au jour d'aujourd'hui, t'as la dirigeante du produit chez YouTube, c'est une femme nigériane. T'en as dans quasiment tous les grands groupes, là maintenant, t'as des femmes. J'ai dit, et même les startups africaines, t'en as plein où t'as dedans des femmes qui font du produit. Mais c'est juste que, oui, elles vont pas être aussi visibles que les autres. Il faut chercher. Et ce que je lui ai dit, c'est que souvent, je lui ai dit, mais c'est parce qu'en fait, tu regardes pas le bon prisme. Tu regardes femmes noires au lieu de regarder dans mon industrie, quelles sont les boîtes qui correspondent partout dans le monde. Et dedans, tu regardes les employés. Parce que tu vas pas croire, mais une directrice d'une startup reçoit beaucoup moins de inbox que le CEO. Exemple typique, les gens ont tendance à toujours vouloir me voir moi comme mentor, alors que par exemple, écrire à Kader est beaucoup plus facile. Si ils écrivaient à Kader, ils ont quasiment toutes les chances qu'ils voient. Alors que moi, la terre entière essaie de m'écrire. Mais parce que en fait, tout le monde vient me voir moi parce que je suis plus connu. N'écrivez pas à Kader, je sais qu'il aime son calme. Oui. Non, mais c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gens ont tendance à surindexer parce que cette personne correspond à mon besoin, au lieu de chercher cette personne a plus de probabilité de me répondre. Donc voilà, je pense que c'était les derniers petits conseils qu'on peut donner sur le mentorat. Quelle question on peut vous poser? Quel mot de la fin on prendrait pour, oui, à l'ancienne. Attends, c'est longtemps que c'est plus nous seulement qui vont choisir un mot de la fin pour... mentor, de quoi on a parlé? Moi, j'aurais dit le plan encore. Plan, on l'a déjà fait plusieurs fois. Est-ce qu'on a mis plan comme mot de la fin? Ça date. Mot de la fin? Sérieux, plan. T'es sûr qu'on l'a mis beaucoup? J'aimerais bien que quelqu'un un jour fasse une compile de nos mots de la fin. Ça serait très drôle parce que franchement, je ne me souviens pas. Non, c'est clair. Mais oui, mais c'est le plan. C'est le plan, ouais. C'est tout par-delà, de toute façon. Plan. Je pense que plan. Oui. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez-nous en commentaire plan. Et abonnez-vous. Et puis, posez-nous les questions sur les aspects du mentoring qu'on n'a peut-être pas abordés. Ouais. Sachant que, on répète ici, ça paraît évident, mais il faut le préciser, ce qu'on fait ce podcast, c'est une forme de mentorat gratuit. Et notamment, maintenant qu'on a mis en place le format entrepreneur anonyme, profitez-en. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas eu autant de questions que j'imaginais et qu'on pourrait avoir. Donc, profitez-en. Pour rappel, envoyez des questions dans les DM d'Insta. Exactement. Et puis, on fera des épisodes focus là-dessus. Mettez hashtag entrepreneur anonyme et posez votre question sur votre problématique du moment. Et encore, moi, je pense qu'en fait, on a peu de questions parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne savent pas en fait quelles questions poser encore. Donc, prouvez-nous le contraire. Posez-nous des questions, on sera ravis d'aider. Prove us wrong. À toutes. Ciao. Ciao. Et abonnez-vous. Hein. C'est gratuit toujours. Voilà. Ciao.